Une ville entière surgit du Sahel en silence, comme si 12 000 logements pouvaient apparaître sans que personne ne l'admette vraiment. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'or du Burkina Faso glisse vers des toits, des puits et des écoles, au lieu de disparaître dans des contes lointains dont personne ne voit jamais la couleur. Que révèle ce chantier qui avance sans prêt étranger? Et que cela dit de notre idée du développement lorsque l'initiative locale dépasse les promesses des bailleurs? Et si cette cité née de la poussière n'était que la première preuve d'un basculement plus vaste? Ce récit propose de comprendre pourquoi une simple décision politique peut modifier l'architecture d'un pays bien au-delà de ses murs visibles. Dans ce cadre, le bénéfice central repose sur une promesse claire: comprendre comment un projet entièrement national peut redéfinir la notion même de souveraineté moderne. Si la ville de la Renaissance fascine autant, c'est parce qu'elle s'érige au croisement de trois urgences: l'humanitaire, l'économique et la symbolique. Là où la crise des déplacés internes semblait condamner le Burkina Faso à une dépendance chronique, le chantier renverse les attentes et propose une lecture nouvelle du développement, où la maîtrise locale supplante les modèles importés. Le risque, lui, est immédiat. Manquer cette transformation reviendrait à réduire l'expérience à une parenthèse héroïque plutôt qu'à un possible précédent continental. Un micro-hook s'impose alors. Si un État peut bâtir sans prêt extérieur, que devient l'équilibre habituel entre nécessité et contrainte budgétaire? L'enjeu véritable dépasse donc la ville elle-même. Il touche à la capacité d'un pays à écrire son propre mode d'action. 6 mois après une décision passée presque inaperçue, les premières images aériennes révèlent une cité s'étendant sur la poussière du Nord, avec déjà 12 000 habitations dessinées comme un quadrillage patient. Cette expansion fulgurante, pourtant née d'un territoire autrefois classé zone rouge, expose un renversement inattendu dans l'ordre habituel de la reconstruction. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au point d'origine. Un pays au bord de l'asphyxie, submergé par des déplacements internes massifs. Les tentes déchirées, les puits taris et les abris improvisés autour des villes formaient un paysage figé entre urgence et résignation. Les ONG parlaient de crise humanitaire, tandis que les institutions internationales enchaînaient diagnostics et communiqués sans que la situation ne change réellement. C'est dans ce vide d'efficacité qu'Ibrahim Traoré perçoit une causalité négligée. La dépendance structurelle entretenue par les mécanismes de l'aide empêche les populations de redevenir actrices de leur propre survie. Alors, la séquence s'inverse. Au lieu d'attendre une solution venue de l'extérieur, les autorités décident de réaffecter les terres reprises aux groupes armés et d'y initier un chantier entièrement national. Soldats, ingénieurs et civils travaillent côte à côte. Les briques sont moulées sur place. Les matériaux proviennent des mines publiques. Le financement demeure strictement intérieur, enclenchant une logique où chaque geste renforce la souveraineté plutôt que de la fragiliser. Ce changement d'approche déclenche une réaction en chaîne. Les habitants des camps deviennent les bâtisseurs de leur propre quartier. Les anciens agriculteurs se forment au métier du bâtiment. Les veuves s'intègrent aux équipes logistiques. Les jeunes maîtrisent les engins de chantier. La causalité est nette. Plus la population participe, plus le projet gagne en cadence. Et plus il avance, plus la confiance collective se restaure. Ainsi, la ville de la Renaissance ne surgit pas comme un miracle administratif, mais comme la conséquence directe d'un enchaînement d'actes concrets, cohérents et cumulés. Et c'est précisément cette dynamique, cette transition du désespoir à la maîtrise, qui donne au chantier sa portée réelle. Au cœur du chantier, les premières trajectoires individuelles donnent une texture humaine à ce projet que l'on décrit souvent comme un simple programme d'infrastructure. 2 parcours, placés en miroir, permettent d'en mesurer la portée immédiate. Le premier
est celui d'un ancien agriculteur originaire d'une zone jadis, sous contrôle de groupes armés. Arrivé dans un camp de fortune après la destruction de son village, il vivait de petits travaux irréguliers, sans perspective durable. Lorsque les équipes d'ingénieurs ouvrent les premières formations techniques, il s'inscrit, apprend à manier les outils, puis rejoint les brigades de maçonnerie. En quelques mois, il passe du statut d'assisté à celui de formateur adjoint, guidant d'autres déplacés sur les chantiers. Son propre quartier naît sous ses mains, rendant tangible un sentiment de reprise d'emprise sur sa vie. Le second parcours est celui d'une veuve arrivée avec 2 enfants, logée dans une tente usée aux abords de la capitale. Elle se porte volontaire pour la logistique, participe au tri des matériaux, puis s'initie à la fabrication de briques. Cette montée en compétences lui offre un revenu stable, mais surtout une reconnaissance collective. Elle devient l'une des référentes de son secteur, chargée de coordonner les équipes féminines. Pour elle, comme pour beaucoup, l'intégration au chantier n'est pas seulement économique. Elle constitue un retour à la dignité et un point d'ancrage identitaire. Ces 2 cas, loin d'être isolés, illustrent un phénomène récurrent. L'engagement direct transforme la vulnérabilité en capacité. Et lorsque la capacité s'accumule, la communauté retrouve sa cohérence. En somme, l'autonomie fabrique son propre élan. Le déclencheur survient au début de la saison des pluies, à un moment où personne n'imaginait qu'une décision administrative apparemment banale allait devenir un point de bascule national. Ibrahim Traoré convoque alors une séance de travail resserrée avec les unités du génie militaire. L'ordre est simple, presque abrupt. Réaffecter les zones récemment sécurisées, non pour des bases opérationnelles, mais pour un usage strictement civil. Cette inversion du paradigme militaire étonne. Les bulldozers remplacent les véhicules blindés. Les plans d'architectes prennent la place des cartes d'intervention. Le terrain est marqué, découpé, nivelé. Le mouvement commence. Dans les semaines suivantes, la cadence s'accélère. Les unités de l'armée, habituées à des missions de terrain rapides, appliquent la même rigueur au chantier. Les convois s'organisent. Le ciment arrive en flux constant. Les équipes mixtes, soldats, ingénieurs et civils, s'installent comme dans une opération logistique d'envergure. La première ligne de fondation est posée. Tout semble aller plus vite que ce que les projections internes avaient imaginé. Ce rythme, inhabituel dans la construction publique, crée une dynamique qui attire les volontaires des camps voisins. Puis vient le premier tournant, la diffusion sur les réseaux sociaux d'images captées par drone. Les clichés montrent des blocs de logements émergents, des routes tracées nettes et des structures scolaires en cours d'assemblage. En quelques jours, ces images deviennent virales dans la diaspora burkinabé. Les commentaires affluent, les partages se multiplient. Le chantier, jusque-là perçu comme une initiative locale, entre dans une nouvelle phase, celle d'un récit collectif. Les diasporas organisent des collectes. Des artisans reviennent du sud pour participer. La mobilisation déborde. L'apogée survient lorsque la première école ouvre ses portes. Ce n'est pas une inauguration traditionnelle, pas de podium, pas de ruban, seulement une salle en briques rouges, des pupitres simples et des enfants qui s'y installent pour la première fois. Un vieil homme, déplacé depuis des années, prononce une phrase qui circule aussitôt dans plusieurs districts. « Je ne sais pas si mon fils connaîtra la paix, mais mon petit-fils naîtra ici. » Cette phrase devient un symbole. Elle cristallise la transformation d'un lieu en horizon commun. Le gouvernement renomme la zone « Cité d'Espérance ». La population s'approprie le chantier comme un espace de renaissance, plutôt qu'un abri temporaire. Mais un événement encore plus décisif suit, l'alignement des ministères autour du projet. Les compagnies minières publiques livrent le métal. Les ingénieurs civils ajustent les systèmes solaires. Les agronomes planifient sur la ceinture agricole. Ce maillage institutionnel crée une cohérence inédite. La ville cesse d'être un simple chantier
pour devenir un principe d'organisation nationale. L'impact est immédiat. Les zones de réinstallation stabilisent les déplacements internes. Les réseaux d'eau et d'électricité fonctionnent sans dépendre de prestataires étrangers. La coopération entre armées et population redéfinit le rapport entre État et citoyens. La rémanence s'installe quand les habitants, autrefois réfugiés, prennent en charge la maintenance quotidienne. Réseau d'eau, circuits solaires, assainissement, ateliers de briques. La dynamique ne repose plus exclusivement sur l'impulsion politique. Elle se diffuse à travers une communauté structurée. Le chantier devient une méthode. La méthode devient une culture. Et cette culture produit un effet durable. Une confiance partagée dans la capacité d'agir, socle de toute reconstruction stable. Le chantier entre dans une phase où les chiffres deviennent aussi éloquents que les murs visibles. Pour Ibrahim Traoré, cette étape est essentielle. Elle permet de mesurer non seulement la portée matérielle du projet, mais surtout la transformation structurelle qu'il entraîne. La méthode suivie repose sur un principe clair. Isoler la baseline tragique, puis observer le delta produit par 6 mois d'action continue. La baseline se lit en 3 indicateurs majeurs. Première mesure, plus de 2 millions de personnes étaient déplacées internes, avec des zones saturées et des camps débordés. Ce chiffre montre l'ampleur d'un déracinement devenu chronique au fil des années. Deuxième mesure, environ 60% de ces familles n'avaient pas accès régulier à l'eau potable, dépendant de points d'approvisionnement instables. Cette absence d'accès fragilise la santé, l'hygiène et l'autonomie quotidienne. Troisième mesure, moins de 15% des déplacés vivaient dans un abri durable, faute de solutions stables et reproductibles. Ce taux illustre l'incapacité des mécanismes classiques à répondre au volume réel. Le delta, lui, se constate par les résultats déjà consolidés. Première progression. 12 000 foyers sont construits et raccordés à l'eau et à l'électricité, un seuil jamais atteint sans financement extérieur dans la région. Cette avancée signale une rupture nette avec la dépendance internationale habituelle. Deuxième progression. Plus de 4 000 emplois locaux ont été créés, dont la moitié pour d'anciens déplacés, réorientant l'économie de survie vers une économie productive. Cette dynamique réduit la vulnérabilité sociale et renforce les compétences locales. Troisième progression, 23 écoles, 7 cliniques et 12 points d'eau nouveaux fonctionnent en continu, stabilisant les services essentiels dans les zones concernées. Ces infrastructures transforment le territoire en réseau de vie, plutôt qu'en zone de crise. Au-delà des chiffres, le tableau évolue grâce à une norme technique identifiée par les ingénieurs du génie militaire. Un modèle d'unité de logement standardisé, 72 mètres, 3 pièces, toit ventilé et panneaux solaires intégrés. Le recours à 90% de matériaux locaux diminue la dépendance logistique et renforce les filières nationales. Cette optimisation abaisse le coût unitaire de 40% par rapport aux projets financés par des bailleurs internationaux. L'efficience ne s'exprime donc pas seulement en budget, mais en autonomie consolidée. Une autre constante apparaît, la participation communautaire. 82% des nouveaux habitants déclarent prendre part à des activités collectives, qu'il s'agisse de maintenance, de formation ou de gouvernance locale. Cette implication active convertit les bénéficiaires en coordinateurs, puis en décideurs, créant un tissu social régénéré, sans recourir à des dispositifs extérieurs. Le phénomène le plus notable tient à ce glissement. Le projet cesse d'être un programme humanitaire pour devenir un cadre de fonctionnement civique. Dans les quartiers, des conseils élus, femmes, jeunes et anciens combattants arbitrent les priorités. Dans les ateliers, les équipes mixtes assurent la continuité de la production. Dans les écoles, les enfants apprennent dans des salles construites par leur propre communauté. La boucle de dépendance se ferme. Celle de la maîtrise s'ouvre. Ainsi, la ville de la Renaissance s'impose non par miracle, mais par accumulation de preuves, mesurables et soutenues. Ce sont ces preuves qui ancrent la durabilité
et donnent au chantier sa portée nationale. Deux critiques majeures émergent régulièrement dans les cercles diplomatiques et parmi certains observateurs extérieurs. Elles méritent d'être présentées dans leur forme la plus solide avant d'être examinées. La première soutient qu'un projet d'une telle ampleur, mené sans supervision internationale, pourrait glisser vers un isolement stratégique et une dérive de gouvernance. Selon cette thèse, l'absence de partenaires extérieurs priverait le Burkina Faso des garde-fous habituels, rendant l'ensemble vulnérable aux erreurs, à l'opacité ou aux décisions centralisées. L'argument va plus loin. Une ville construite sous coordination militaire risquerait de concentrer davantage de pouvoir dans les mains de l'exécutif, au détriment d'un contrôle partagé. La seconde critique propose une lecture différente, mais tout aussi structurée. Si l'État s'appuie largement sur ses ressources naturelles pour financer l'intégralité du chantier, alors un affaiblissement soudain de ces ressources, fluctuation du marché de l'or, ralentissement de la production, tensions sécuritaires, pourrait fragiliser l'édifice. Dans cette logique, le modèle apparaîtrait comme trop dépendant d'une seule variable, exposant le pays à un risque systémique en cas de choc externe. La réponse, pourtant, se lie directement dans les mécanismes internes du projet. La gouvernance locale, d'abord. Chaque quartier élit un conseil pluraliste incluant femmes, jeunes et anciens combattants. Les décisions essentielles se prennent à main levée, dans des assemblées publiques accessibles. Les litiges sont arbitrés par un dispositif hybride mêlant droit coutumier et justice civile via des cliniques juridiques mobiles. Ces structures limitent naturellement la concentration de pouvoir, puisqu'elles délèguent les arbitrages aux communautés elles-mêmes. La transparence budgétaire renforce cet équilibre. Ressources minières publiques auditées, absence totale de bailleurs étrangers, circus financier contrôlé par la Cour des comptes. Quant à la dépendance aux ressources, les faits montrent une diversification progressive. Ateliers de briques, centrales solaires, petites fonderies publiques, réseaux de peu locales. Ce tissu productif absorbe une partie du risque cyclique et transforme l'exploitation minière en levier d'amorçage plutôt qu'en pilier unique. Ainsi, les deux critiques conservent une validité analytique, mais les mécanismes internes du modèle réduisent précisément les dérives qu'elles redoutent. Tout bascule à mi-parcours. Ce moment décisif apparaît lorsque les équipes du génie militaire et les brigades civiles réalisent que le chantier, initialement conçu pour répondre à une urgence, est en train de produire une structure sociale entièrement nouvelle. La dynamique n'est plus celle d'un programme de relogement, mais celle d'une réorganisation du territoire, avec des quartiers qui fonctionnent déjà comme des cellules autonomes. L'effet de seuil se dévoile. Ce qui semblait une réponse temporaire devient une matrice de gouvernance locale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette transformation change d'échelle. Les ateliers créent leur propre rythme productif. Les écoles s'animent sans dépendre d'acteurs extérieurs. Les équipes de maintenance anticipent les besoins plutôt que de réagir aux urgences. Le chantier prend alors l'allure d'un système en expansion, capable d'intégrer de nouveaux habitants sans déséquilibrer son architecture. Cette montée en cohérence révèle un point clé rarement admis dans les approches traditionnelles. Lorsque la souveraineté opérationnelle circule entre institutions et habitants, elle génère une stabilité que ni les programmes humanitaires courts, ni les financements conditionnels ne savent produire. À ce stade, la ville de la Renaissance n'est plus seulement une construction, elle devient un précédent. Les répercussions de la ville de la Renaissance se mesurent désormais par cercles successifs, chacun touchant une dimension différente de la vie nationale. Ce déploiement progressif montre que le chantier n'est pas uniquement une réponse à la crise, mais un moteur de transformation. Sous la trajectoire politique d'Ibrahim Traoré, 4 groupes voient leur réalité basculer. Les niveaux nationaux, NN, les domaines économiques, DN, les niveaux démographiques, ND, et l'équilibre régional, KIV. NN, institutions et gouvernance. Les administrations, autrefois perçues comme distantes, retrouvent une légitimité concrète. Les ingénieurs publics, les unités du génie militaire et les fonctionnaires civils travaillent sur un
sur un objectif unique, ce qui redéfinit la notion de service public. Le taux de confiance envers les autorités locales grimpe nettement, nourri par la transparence budgétaire et la visibilité des résultats. Cette normalisation d'un État bâtisseur renforce la cohésion nationale. DN. Activité économique et filière. Interne. Les ateliers de briques, les centrales solaires et les petites fonderies y fonctionnent désormais à un rythme soutenu. Les chaînes de production locales, longtemps marginalisées, absorbent une part croissante de la demande nationale. Les partenariats horizontaux se densifient. Artisans, agronomes, ingénieurs et entrepreneurs coordonnent leurs activités sans dépendance extérieure. Cette dynamique réduit les importations, augmente les commandes internes et stimule l'emploi durable. L'économie se recentre sur des circuits courts qui renforcent la résilience du pays. ND. Population et trajectoire sociale. Les anciens déplacés, hier regroupés dans des camps précaires, deviennent propriétaires ou responsables de leur quartier. Les enfants étudient dans des écoles construites par leur propre communauté. Les jeunes suivent des formations qui les projettent vers de nouveaux métiers. Les taux locaux de chômage reculent. La dignité devient une ressource active. Elle pousse les habitants à entretenir, améliorer et pérenniser leurs infrastructures. La continuité sociale remplace l'instabilité chronique. KAV, influence régionale et précédents géopolitiques. Le Mali, le Niger et la Guinée envoient des délégations pour observer la méthode. Ce mouvement témoigne d'un basculement subtil. Une petite nation sahélienne démontre qu'elle peut concevoir un modèle reproductible sans dépendre de bailleurs étrangers. Les chancelleries internationales observent ce phénomène avec prudence, inquiètes de ce précédent trop autonome. Pourtant, l'ouverture entre pays voisins se renforce, non par diplomatie abstraite, mais par l'échange de compétences et de pratiques concrètes. Ce quadruple impact révèle une cohérence inattendue. Le projet, né d'un contexte de crise, devient un socle pour un nouveau cycle politique, économique et social. La ville de la Renaissance crée non seulement un espace habitable, mais aussi un imaginaire partagé, où l'action collective remplace la résignation. C'est cette imbrication de résultats tangibles et d'élan social qui définit la portée réelle de ce chantier. À ce stade d'avancement, la ville de la Renaissance permet d'esquisser 3 trajectoires possibles pour les mois à venir. Chacune repose sur des variables identifiées dans le fonctionnement actuel. Cohérence institutionnelle, stabilité logistique, participation communautaire, et capacité à maintenir le rythme sans financement extérieur. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils structurent les angles probables à partir des dynamiques observées. Scénario de base. Il repose sur la continuité de la cadence actuelle. Environ 1000 habitations par trimestre, une extension modérée des services essentiels et une coordination interministérielle maintenue. Les équipes du génie civil forment progressivement des brigades locales capables de reproduire les méthodes sans dépendre du centre. Les infrastructures existantes se stabilisent, les quartiers gagnent en autonomie et les circuits courts se renforcent. Dans ce scénario, la ville de la Renaissance devient un modèle reproductible, mais sa diffusion reste contrôlée pour éviter la dispersion des ressources. Scénario optimiste. Ce scénario s'appuie sur un renforcement des alliances régionales et sur une émulation inter-États. Le Mali, le Niger et la Guinée pourraient harmoniser leurs corridors économiques, stimulant la production locale et la circulation de compétences. L'Union africaine, attentive au précédent, pourrait intégrer l'expérience burkinabé dans ses référentiels urbains. La diaspora, encouragée par les preuves accumulées, accroît ses investissements communautaires. Dans cette perspective, le Burkina Faso deviendrait un pôle d'innovation civique, un laboratoire d'urbanisme souverain au cœur du Sahel. Scénario prudent. Il se déclenche si des pressions extérieures, restrictions de crédit, campagnes médiatiques, fluctuations des ressources naturelles, perturbent la stabilité actuelle. Les tensions internes peuvent croître si la coordination militaire ralentit
ou si les filières minières subissent une contraction. Cependant, le socle constitué par les logements, les écoles, les cliniques et les ateliers de production joue un rôle d'amortisseur. Le tissu social consolidé évite que la crise ne replonge les habitants dans une dépendance totale. Dans ces 3 scénarios, une recommandation cognitive émerge. Penser en termes de conditions, plutôt qu'en termes de certitude. Ce modèle repose sur des mécanismes adaptatifs. Comprendre leurs interactions permet d'anticiper les vulnérabilités sans céder à l'illusion de maîtrise totale. Pour saisir pleinement la portée de la ville de la Renaissance, il faut la rapprocher de l'expérience concrète de ceux qui l'observent, même à distance. 3 angles permettent de relier ce chantier aux préoccupations courantes: la stabilité, l'action collective et la projection personnelle. Ces ponts ne servent pas à idéaliser le projet, mais à montrer comment un territoire en reconstruction offre des clés de compréhension utiles partout où les sociétés cherchent à se réorganiser. Pont A, la stabilité comme ressource commune. Dans bien des pays, la question de la confiance envers les institutions occupe une place centrale. Ici, la stabilisation des services essentiels, eau, électricité, école, révèle qu'un État gagne en légitimité lorsqu'il agit sur ce qui structure le quotidien. Cette dynamique rappelle que la stabilité ne résulte pas d'annonces, mais de gestes concrets et répétés. Pont B, l'action collective comme moteur. Le fait que des habitants anciennement déplacés deviennent responsables de quartiers ou référents techniques montre qu'une communauté peut transformer sa vulnérabilité en compétence. Ce mécanisme trouve des équivalents dans d'autres contextes: coopératives locales, associations professionnelles, initiatives citoyennes. Il illustre une règle simple: une population qui s'approprie les outils de son développement consolide ses capacités. Penser la projection personnelle comme levier de sens. Dans les ruelles nouvelles de la cité, les familles imaginent des trajectoires qu'elles n'osaient plus envisager. Scolarité continue, stabilité résidentielle, apprentissage de métiers utiles. Cette dynamique rappelle à chacun que les perspectives individuelles dépendent souvent d'infrastructures minimales, mais robustes. Un cadre fiable ouvre des horizons qui semblaient inaccessibles. Ainsi, l'expérience burkinabé montre que la transformation ne naît pas d'un concept abstrait, mais d'une somme de pratiques quotidiennes. Et si cette logique fonctionne dans un contexte de crise, elle peut éclairer bien d'autres espaces en quête de recomposition. La pérennité de la ville de la Renaissance dépend désormais d'une méthode capable de survivre à ses initiateurs. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route structurée émerge, articulée en 5 étapes opérationnelles destinées à consolider, étendre et mesurer la dynamique actuelle sans la dénaturer. Étape 1. Consolider les acquis. Les infrastructures déjà livrées doivent être normalisées. Audit technique, évaluation sociale et contrôle des circuits de maintenance. Cette consolidation garantit que le modèle reste reproductible et vérifiable dans le temps. Étape 2. Étendre le maillage. 2 nouvelles zones sont identifiées dans le nord et l'est du pays. Les brigades locales, formées sur le premier chantier, deviennent autonomes. L'objectif est clair: transformer la décentralisation en pratique, non en slogan. Étape 3. Stabiliser la production. Les filières de briques, de panneaux solaires et de métal recyclé sont intégrées dans un système public-privé mixte. Chaque région reçoit une unité d'approvisionnement propre afin de réduire les coûts, fluidifier les délais et renforcer l'emploi local. Étape 4. Ancrer la participation citoyenne. Les conseils de quartier, déjà opérationnels, deviennent des relais institutionnels. Leur mandat inclut formation, médiation et gestion collégiale des ressources. Cette étape verrouille la gouvernance de proximité et empêche toute recentralisation non souhaitée. Étape 5. Mesurer l'impact réel. Un tableau de bord national suit 6 indicateurs: logement, éducation, santé, emploi, sécurité et cohésion sociale.
Les progrès ne sont pas évalués en chiffres bruts, mais en effet sur la dignité et la stabilité quotidienne. Cette feuille de route fait de la ville de la Renaissance une stratégie publique lisible, capable d'évoluer sans rompre son principe fondateur, redonner aux habitants la maîtrise d'un avenir bâti collectivement. Dans les rues, encore neuves de la cité, un détail réapparaît comme un fil discret reliant les trajectoires individuelles au projet national. La brique, la même que tenait l'ancien agriculteur et la veuve du chantier initial. Ce bloc rouge, moulé sur place, traverse l'ensemble du récit comme un témoignage concret de la manière dont une population jadis fragilisée a recomposé son propre espace de vie. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cet objet modeste est devenu plus qu'un matériau. Il incarne la part d'action que chacun peut déposer dans la reconstruction commune. En observant les quartiers alignés, on comprend que la transformation ne tient ni au discours, ni aux images virales, mais à la répétition de gestes simples. Un mur posé droit, une école entretenue, une route nivelée, autant de fragments qui, mis bout à bout, redonnent une cohérence au territoire. La brique revient alors comme un repère. Chaque famille en reconnaît la texture, la couleur, parfois même la marque laissée par la main qui l'a façonnée. Cette continuité silencieuse révèle l'essentiel. Un pays se relève lorsque les gestes ordinaires retrouvent une valeur collective. Et si l'avenir de la cité se dessine avec autant de clarté, c'est parce qu'elle repose sur des preuves palpables, ancrées dans l'expérience de ceux qui la bâtissent. La ville de la Renaissance laisse derrière elle une question simple mais décisive. Que devient une nation lorsqu'elle choisit de se reconstruire par ses propres moyens, plutôt que d'attendre une validation extérieure? Cette interrogation dépasse largement le Burkina Faso. Elle s'adresse à tous ceux qui cherchent à comprendre comment une communauté peut retrouver une cohérence perdue. Ici, les habitants reprennent possession de leur quotidien, non par miracle, mais par la somme continue de gestes maîtrisés.